Bonjour à tous. On va démarrer avec le grand séminaire du jour. On est ravis d'accueillir aujourd'hui Pascal Ricard et Clément Levard qui ont tous les deux piloté une expertise collective du CNRS sur les terres rares et leur utilisation responsable tout au long de leur cycle de vie. Alors voilà, donc Clément, on ne le présente plus, vous le connaissez très bien. Quelques mots sur Pascal qui nous vient du 10. Alors le 10, si je ne me trompe pas, c'est une UMR CNRS AMU sur le droit international comparé et européen. Donc Pascal, elle est juriste en droit international, en droit international de la mer, c'est ça? Spécialisée sur la mer. Donc c'est super intéressant pour nous d'avoir cette double vision aujourd'hui, physico-chimiste et juriste sur les terres rares et leur utilisation. Et donc bah, voilà, je vous laisse la parole. Merci Mélanie, bonjour à toutes et tous. Donc, on était trois en fait à copiloter cette expertise. Il y avait aussi Romain Garcier qui est géographe à l'ENS de Lyon. Et donc, quelques mots d'abord sur le contexte. Non, donc, c'est une expertise, en fait, c'est une autosaisine du CNRS qui a été pilotée par la mission pour l'expertise scientifique du CNRS, qui a été créée en 2023 et qui est sous la direction du directeur général délégué à la science, Alain Schul. Donc, on a travaillé avec un groupe de 15 experts qui constituait le cœur de l'expertise et renforcé par 15 experts intervenant plus ponctuellement. On a travaillé à partir d'un corpus qui a été établi à partir d'une recherche par mots-clés. Et ce corpus, au départ, faisait 14 000 publications. Et on a réduit à 4100 après une lecture sur abstract. On a fait un premier tri sur une lecture sur abstract pour réduire ce corpus. Donc ça a nécessité 2 ans de travail avec à peu près des plénières tous les 2 mois pour avoir ce regard justement un peu interdisciplinaire sur la question des terres rares. Donc les livrables, c'est un résumé de 4 pages, une synthèse de 80 pages qu'on a présenté, qu'on a livré au mois de novembre dernier. Et donc on est en train de finaliser le rapport final qui fera à peu près 600 à 700 pages. L'objectif de ce travail, c'est vraiment de faire l'état de l'art des connaissances scientifiques pour éclairer le débat et la décision publique sur la question des terres rares. Alors, quelques éléments de contexte d'abord et de positionnement de l'expertise. Donc, si on regarde la production mondiale de terres rares depuis 2015, on a des taux de croissance annuelle de 13%, et ce pour des besoins assez stratégiques. Alors, 13% par an, ça représente un doublement de la demande à peu près tous les 6 ans. Donc pourquoi des besoins stratégiques? Parce qu'on les utilise dans les moteurs des voitures hybrides électriques, par exemple, et aussi dans les éoliennes offshore. Mais pas que, et je vous montrerai d'autres exemples après. Le deuxième point important à noter, c'est qu'aujourd'hui, en France, on n'a pas de potentiel géologique sérieux pour la production de terres rares, et qu'aujourd'hui, le monopole de la production est détenu par la Chine. Donc, si on regarde la souveraineté de la France et de l'Europe sur l'approvisionnement en terres rares représentée par cette balance entre l'offre et la demande, vous voyez aujourd'hui qu'elle est nulle. On a une demande qui est très forte, et notamment pour les technologies en lien avec la transition environnementale. Et on a une offre aujourd'hui sur le sol français et même sur le sol européen qui est inexistante. Et donc, on a voulu répondre à travers l'analyse de la littérature à cette question, comment renforcer la souveraineté sur les approvisionnements en terres rares. Et pour cela, il y a 2 leviers. Soit c'est jouer sur l'offre en diminuant, en augmentant l'offre, pardon, donc en augmentant la production, en diversifiant les approvisionnements. Et c'est vraiment le sens de la réglementation européenne sur les matériaux critiques qui a été mise en place en 2024, soit en réduisant la demande par des usages plus sobres et responsables des terres rares. Et donc c'est cette vision un peu holistique qu'on a voulu adresser à travers 3 grands leviers. Le premier, c'est réduire notre consommation de terres rares. Deuxième, c'est recycler. Et le troisième, c'est extraire autrement. Et vous verrez des pistes pour cela par la suite. Donc les terres rares, je suis désolé, il y en a peut-être qui connaissent très bien le sujet, il y en a peut-être qui connaissent moins bien. Les terres rares, c'est les 15 lanthanides ici, plus l'yttrium et le scandium.
Et contrairement à ce que son nom peut laisser penser, hein, les terres rares ne sont pas rares, puisque dans la croûte terrestre, si on prend le cérium, par exemple, qui est la terre rare la plus abondante, eh ben, elle est aussi concentrée que le cuivre. Et par comparaison, le cérium, il est 30 000 fois plus concentré que l'or, qui lui est un métal rare. Alors pourquoi on l'appelle rare? Tout simplement parce que contrairement aux métaux de base, par exemple, il n'existe pas de gisement très concentré dans la croûte terrestre à l'échelle mondiale. Si on regarde élément par élément, hein, on atteint rarement le pourcent. Alors que si on regarde, bah, je sais pas moi, les minerais de cuivre qui étaient exploités au siècle dernier, on pouvait avoir des minerais qui atteignaient 10-15%. Alors, ces terres rares, elles ont des propriétés uniques hein, du fait de leur configuration électronique particulière. Elles peuvent être optiques, magnétiques, catalytiques, et elles ne sont pas toutes égales hein, les unes des autres. Si je prends un exemple, les propriétés magnétiques, bah, vous voyez ici l'ensemble des 6 terres rares qui ont des propriétés magnétiques assez uniques. Et ce sont donc, si on regarde un peu leurs usages, hein, c'est des éléments qui sont indispensables à notre économie. Hein, et si on fait un calcul rapidement dans la salle ici, là, on pourrait je pense estimer à la quantité de terres rares, de d'aimants permanents qui contient des terres rares à plus de 500 dans la salle. Parce qu'on en a tous dans nos dispositifs électroniques, dans nos ordinateurs, dans nos téléphones portables. Et je me suis amusé, il y a 15 jours, à démanteler mon ordinateur de thèse que je gardais dans un tiroir. Ce qui n'est pas terrible, hein, parce que du coup, c'est des choses qui ne sont pas recyclées. Donc, mais voilà ce que j'ai trouvé. J'en ai trouvé une douzaine dans les haut-parleurs, ici. Vous savez, quand vous fermez votre ordinateur, il y a un petit clac. En fait, c'est des aimants hein, qu'on se trouve dans la structure de l'écran. On en trouve dans le disque dur, dans les têtes de lecture CD. Bon, oui, c'est un vieil ordi, hein, on ne trouverait plus les mêmes dans nos CD aujourd'hui. Et si on fait une analyse chimique, hein, je remercie Perrine qui a fait ça un peu rapidement cette semaine. Euh, donc elle a fait de la fluorescence X pour regarder la chimie de ces aimants. Et ce qu'on voit, bah, c'est que c'est principalement du fer. Mais si on regarde le deuxième élément qui ressort ici, c'est le néodyme, hein, donc, qui est utilisé dans ces aimants néodyme fer-bore, avec du praséodyme également. Donc ça peut représenter en poids hein, 30% de l'aimant qui est du néodyme. Je vous ai ramené les aimants, là, si vous voulez regarder un peu. Et vous verrez la force des aimants, hein, notamment, vous pouvez regarder les aimants un peu rectangulaires. Vous pouvez essayer de les séparer, vous allez voir. Ça peut être... ouais. Bon, là, ils sont assez petits, je pense qu'il n'y aura pas d'accident aujourd'hui. Donc les terras, on les utilise beaucoup dans les éléments permanents. Hein. Vous voyez qu'on les utilise en fait dans différents matériaux. Je vous ai présenté les éléments permanents, c'est l'utilisation principale, c'est à peu près aujourd'hui un tiers des usages des éléments des terres rares. Mais on les utilise aussi dans d'autres secteurs. Par exemple, le gadolinium. Alors moi, je suis tellement fan des terres rares que je me suis fait imprégner de gadolinium il y a 2 jours parce que j'ai passé une IRM et en fait, on utilise le gadolinium comme agent de contraste. Donc voilà, on les utilise dans des poudres de polissage. Donc si Laurence voit bien aujourd'hui, c'est parce qu'elle a des lunettes qui ont été polies avec une poudre de polissage. Mais on utilise aussi pour polir bah, tous les écrans plats de nos ordis, de nos téléphones, etc. Euh, on les utilise dans les catalyseurs, donc pour le craquage du pétrole, principalement du lantane et du cérium, mais aussi dans les pots catalytiques. Hein. On les utilise dans les batteries, de moins en moins, vous le verrez tout à l'heure, dans les batteries qu'on appelle NiMH, dans les matériaux luminescents, donc beaucoup dans les lampes fluocompactes et maintenant dans les LED, dans les verres et les céramiques, dans la fibre optique par exemple, hein, on utilise l'erbium comme amplificateur de signal, et dans les alliages métalliques, et notamment, bah, c'est assez important pour l'aéronautique et en particulier pour la défense. Donc vous voyez un peu toutes les applications ici, on retrouve ces terrains, on les retrouve partout, dans des secteurs qui sont stratégiques, hein, comme la santé, le transport, l'énergie, le numérique ou la défense. Alors quand on s'intéresse à la dynamique de ces éléments-là, un point qui est clé, c'est les dynamiques à la fois temporelles et spatiales de ces éléments-là, en particulier dans une perspective de recyclage. Ici, vous avez l'évolution de la demande pour les aimants permanents entre 2012 et 2020. Et vous voyez que c'est en constante progression depuis 8 ans. Et tous les papiers de prospective montrent que la demande va continuer à fortement augmenter, donc pour le néodyme notamment, hein, pour répondre aux besoins des voitures électriques et hybrides et des éoliennes offshore.
À l'inverse, il y a des usages qui sont décroissants, et notamment pour les poudres luminescentes qu'on utilisait avant dans les lampes fluo-compactes et qui ont été petit à petit remplacées par des LED qui consomment beaucoup moins de terres rares. Ça pose problème pour les filières de recyclage. Il y avait en France, à Solvay, à La Rochelle, une usine qui recyclait les lampes fluo-compactes. Et le changement de technologie a fait qu'ils n'avaient plus assez de stock pour être rentables et ont dû fermer. Un autre point qui est important pour la recyclabilité de ces éléments-là, c'est la distribution spatiale cette fois-ci. On a à la fois des usages qui peuvent être concentrés, c'est-à-dire beaucoup de terres rares dans peu de dispositifs. Ici, une éolienne, ça peut être jusqu'à 1 tonne de terres rares, sachant que les éoliennes offshore, il y en a relativement peu à l'échelle mondiale, donc on peut imaginer que ce sera facile à récupérer pour le recyclage. Contrairement à ces poudres luminescentes dont je viens de parler, où on a quelques milligrammes de terres rares par dispositif LED qui sont vendus par milliards à l'échelle mondiale. Vous imaginez bien qu'en termes de collecte, ici, ce sera beaucoup plus complexe pour les usages dispersifs. Un autre exemple, si je prends le cas de l'aimant, il peut être concentré, mais il peut être aussi dispersé dans tous les petits aimants que vous avez dans l'électronique, par exemple. Si on regarde maintenant l'état de l'art sur les ressources, les réserves, l'extraction et le raffinage des terres rares, vous voyez qu'aujourd'hui, les ressources mondiales sont estimées à 478 millions de tonnes. Les réserves mondiales, donc la partie de la ressource qu'on peut exploiter aujourd'hui de manière économiquement viable avec les technologies actuelles, c'est l'ordre de 100 millions de tonnes. La production mondiale en 2024, c'est 390 000 tonnes. Finalement, c'est très faible par rapport aux autres métaux. Ça représente 0,007% de l'extraction des métaux à l'échelle mondiale. Faible, mais très stratégique, comme je vous l'ai montré tout à l'heure. Donc on pourrait dire que les réserves mondiales sont conséquentes, mais si on applique ce facteur de croissance de 13% par an, en fait, on pourrait atteindre les réserves mondiales à l'échelle de 40-50 ans. Si on regarde maintenant la distribution géographique des différentes étapes, des différentes ressources, réserves et extractions, vous voyez que la Chine aujourd'hui possède 35% des ressources, qui sont assez distribuées entre la Chine, l'Australie, les États-Unis, la Birmanie. Les réserves, quant à elles, c'est 44% en Chine, l'extraction 68%, donc il y a un peu d'extraction en Australie et aux États-Unis notamment. Par contre, la Chine possède 90% des capacités de raffinage, de séparation des éléments. Ça veut dire que même les terres rares qui sont extraites aujourd'hui en Australie ou aux États-Unis sont envoyées ensuite en Chine pour être séparées, purifiées. À l'inverse, vous voyez qu'en Europe, on n'a quasiment pas de potentiel. On a un peu de ressources dans les pays scandinaves et notamment en Suède. Par contre, on n'a pas du tout les capacités aujourd'hui de produire les terres rares. Ah oui. Et donc, cette concentration, bonjour à tous et merci beaucoup pour votre invitation. Les concentrations du coup de l'exploitation de terres rares en Chine, qui fait que la Chine possède un quasi-monopole sur leur exploitation, font qu'on va être dans une situation géopolitique assez complexe, puisque le monde entier dépend de la Chine pour les terres rares. Donc les terres rares sont qualifiées de métaux critiques, du fait justement de ces deux éléments, donc risque d'approvisionnement et importance économique. Alors, les matériaux critiques ou métaux critiques, ils ont été définis en fonction de ces deux critères. Risque d'approvisionnement qui est très important du fait de la dépendance totale à la Chine. Et on a bien vu dans l'actualité encore aujourd'hui ce qu'on appelle la guerre des terres rares, la guerre commerciale, avec la Chine qui menace assez régulièrement d'augmenter les droits de douane sur les terres rares. Et ce qui fait qu'au niveau mondial, on a cette inquiétude systématiquement quand cette arme en fait, commerciale revient. Et importance économique forte. Donc ça, c'est ce que Clément a montré tout à l'heure, le fait qu'il y ait une forte augmentation de la demande qui soit annoncée, une forte importance pour notre économie et pour la transition énergétique. Et ce que montre la littérature en sciences humaines et sociales, en histoire ou encore en sciences politiques, c'est que ce monopole chinois, il n'a pas été décidé, ce n'est pas une politique un petit peu brutale de la Chine qui a été volontairement orientée ainsi dès le départ. C'est quelque chose qui s'est construit dans le temps
avec différents facteurs en fait, d'influence. Donc, par exemple, en 1950, entre les années 50 et 80, c'est les États-Unis qui avaient ce monopole sur les terres rares avec l'usine de Mountain Pass qui a été ouverte aux États-Unis en 1950 et qui assurait, en fait, les États-Unis avaient toute la chaîne de valeur sur leur territoire. Ils avaient donc ces usines pour permettre d'extraire les terres rares, mais aussi de les transformer. Et ils étaient dépendants d'aucun pays. Et puis, dans les années 80, il y a eu un peu un changement de tournure, puisque les États-Unis ont décidé de fermer cette usine de Mountain Pass et finalement de compter sur la Chine, notamment parce qu'ils avaient eu de nombreux incidents en termes de rejet d'eau usée, etc. Et donc des incidents avec des conséquences environnementales assez importantes. Et ils ont préféré miser donc tout sur le libre-échange et sur le fait de délocaliser les effets néfastes de l'extraction des terres rares. Donc, c'est vraiment une combinaison d'éléments qui ont mené à cette situation. Et la Chine, en parallèle, a renforcé cet avantage un peu comparatif qu'ils ont eu. Mais au départ, ils avaient ouvert des usines de terres rares plutôt au nord de la Chine, dans une stratégie d'associer certains territoires à leur économie. Et donc, pas forcément dans cette logique vraiment de domination. Et ça s'est fait petit à petit. Et donc, les terres rares, comme je viens de l'évoquer, elles ont des conséquences, leur extraction a des conséquences très importantes sur l'environnement, notamment parce qu'elles sont naturellement associées à des éléments radioactifs, uranium et thorium. Et donc, leur extraction, en fait, génère des déchets radioactifs, ce qui, par rapport à l'extraction d'autres métaux, rend leur extraction particulièrement polluante. Donc, par rapport à d'autres métaux de base, on va avoir des effets sur l'environnement qui sont très importants, et y compris une exposition des travailleurs et des populations locales. Donc, il y a des travaux qui démontrent, mais pour l'instant, c'est une piste quand même qui est assez peu développée dans la littérature. Un sujet sur lequel on s'est rendu compte que c'était vraiment une piste de recherche intéressante pour l'avenir, la question de l'exposition des travailleurs et des populations locales. On ne connaît pas encore tous les effets de cette extraction. Donc, pour l'ensemble de ces raisons, on a orienté en fait cette expertise collective sur les 3 axes que Clément vous a présentés tout à l'heure. Donc, pour répondre à cette question, comment renforcer la souveraineté française et européenne, on s'est dit qu'on a 3 options en fait devaient exister et coexister: la réduction, le recyclage et le fait d'extraire autrement. Et on s'est rendu compte que ces 3 options, elles sont totalement interdépendantes et bien sûr cumulatives. Une seule de ces options, a priori, ne permettra pas de subvenir à la demande. Donc, Clément va vous présenter les principaux résultats de notre premier axe, qui était la réduction du côté sciences dures. Donc, la façon dont la communauté sciences expérimentales aborde la question de la réduction, en fait, c'est par la substitution. Je vous présente le cas des aimants permanents, parce que c'est le cas le plus étudié dans la littérature. Ce que la littérature montre, c'est que dans le cas des aimants permanents, certaines terres rares sont substituables, mais souvent au détriment de la performance magnétique. Et ça s'applique en fait à tous les matériaux, hein. Elles sont souvent substituables, mais souvent au détriment de la performance du matériau. À l'échelle du constituant et du matériau, il y a plusieurs études, par exemple, qui essaient de remplacer le néodyme par du cérium, hein, qui est la terre rare la plus abondante. Mais aussi à l'échelle du dispositif, il y a pas mal d'études qui s'intéressent pas cette fois au matériau lui-même, mais à sa disposition dans le dispositif final. Et vous voyez ici différentes configurations du rotor, où vous voyez la présence d'aimants permanents ici, là, dans une machine électrique de voiture électrique. Donc l'objectif, c'est de réduire la quantité d'aimants permanents et garder une efficacité identique. Donc aujourd'hui, ce que montre aussi la littérature, c'est qu'il n'y a pas forcément d'obstacle technique pour éliminer complètement les terres rares des voitures électriques, hein. On peut s'en passer. On peut travailler avec des bobines en cuivre, par exemple. Et c'est le cas, hein, on le voit sur le marché, par exemple, la Zoé électrique, aujourd'hui, elle ne possède pas d'aimants avec terres rares. Parfois, c'est l'innovation technologique qui permet de créer des dispositifs avec moins ou pas de terres rares. Je vais montrer 2 exemples. Donc, je parlais tout à l'heure des batteries. Donc, il y a quelques années, on trouvait une proportion importante de batteries qui contenaient des terres rares qu'on appelait les batteries NiMH,
qui sont aujourd'hui substituées par les batteries lithium-ion, plus performantes. Ce n'est pas forcément dans une volonté de réduire la consommation de terres rares, c'est plutôt d'augmenter la performance des objets. Alors, ce n'est pas forcément très souhaitable, parce qu'on remplace la problématique des terres rares par d'autres métaux qui sont critiques et qui ont des problématiques similaires. Cependant, aujourd'hui, on voit apparaître des batteries sans lithium, sans cobalt, batteries sodium, donc ça évolue très vite. Le deuxième exemple, c'est les matériaux luminescents. Donc, je ne sais pas si vous vous souvenez des lampes fluo compactes qui contenaient beaucoup de terres rares, et notamment de l'europium, terbium, dysprosium. Et aujourd'hui, ces dispositifs sont remplacés par les LED qui contiennent toujours cette poudre luminescente, cette fois à base de cérium. Donc, c'est plus intéressant parce que c'est la terre rare la plus abondante. Et surtout, on utilise en quantité par dispositif 100 fois moins de terres rares. Alors, en sciences humaines et sociales, quand on étudie la question de la réduction de l'utilisation des terres rares, on s'intéresse à la notion d'économie circulaire. En fait, ce sont les stratégies d'économie circulaire qui peuvent jouer un rôle dans la modulation de la demande, notamment, alors on parlera du recyclage tout à l'heure, on approfondira la question du recyclage. Donc, il y a ce levier du recyclage, mais il y a aussi deux autres leviers, l'éco-conception ou encore l'économie de la fonctionnalité. Alors, l'éco-conception, c'est ce qui permet de réduire ou d'optimiser le contenu en terres rares dans des objets. Et c'est quelque chose qui est largement encouragé, y compris par la législation. D'ailleurs, en droit européen, on a un règlement qui a été adopté, un règlement 2024, qui s'appelle le règlement éco-conception et qui vise vraiment à encourager l'éco-conception dans la fabrication de tous les objets pour avoir une espèce d'efficacité, d'efficience en termes d'utilisation des ressources. Donc vraiment dans ce souci d'efficacité et d'économie circulaire, c'est-à-dire qu'on va pouvoir ensuite recycler, réutiliser, etc. Et il y a une autre piste qui est étudiée et qui a été analysée par nos collègues experts, notamment en géographie et en philosophie, en économie, c'est la question de l'économie de la fonctionnalité. L'économie de la fonctionnalité, elle permet de s'intéresser pas seulement à la composition des objets, mais aussi vraiment à leur utilisation. Et cette dimension est assez peu étudiée. Elle est assez sous-explorée par la littérature. Donc l'idée, c'est par exemple, avec l'autopartage, c'est un exemple assez parlant, essayer d'optimiser le nombre de personnes qui vont bénéficier d'un trajet en voiture. Ça, c'est de l'économie de la fonctionnalité, dans le sens où, avec le même objet, on va rendre plus efficiente son utilisation. Et en fait, la littérature permet de se rendre compte qu'il faut composer malgré tout sur ces deux éléments, en fait, pas uniquement sur l'éco-conception, mais aussi sur l'économie de la fonctionnalité. Il faut composer avec les préférences exprimées par les consommateurs. Et en fait, il y a une grande partie de la littérature en sciences sociales qui s'intéresse à ces préférences des consommateurs, justement. Donc, pourquoi les consommateurs vont acheter des véhicules électriques, par exemple? Quels sont les critères, en fait, qui vont être déterminants? Il y a une forte dépendance donc de la capacité à développer ces éléments-là en fonction des préférences des consommateurs. Et donc ici, dans ce diagramme, on voit que on a vraiment deux pistes différentes entre l'éco-conception et l'économie de la fonctionnalité. Donc soit on mise tout sur l'optimisation de la technologie, de l'efficacité matière ou encore la diminution de la taille des voitures, soit on va plutôt s'intéresser à la dimension très sociale des choses, le taux d'occupation des véhicules, le développement du transfert modal vers les modes doux, etc. Donc, c'est des éléments qui sont relativement peu étudiés par la littérature, qui s'intéressent plus finalement au recyclage, on le verra tout à l'heure, mais il y a énormément de publications sur le recyclage. En ce qui concerne le droit donc, et la question de la réduction d'utilisation, Clément l'a déjà rapidement évoqué tout à l'heure. Et puis pour revenir sur la question de la Chine, à la suite donc, de toute cette politique qui a fait que la Chine s'est retrouvée en position totalement dominante sur le marché des terres rares, les autres États, notamment les États-Unis, mais aussi maintenant l'Union européenne, ont développé des politiques pour renforcer leur souveraineté.
Et donc, finalement, la priorité, on se rend compte, des États dans tout ce contexte géopolitique, ça a été de sécuriser l'approvisionnement en terres rares. C'est ça qui est devenu absolument déterminant, notamment à la suite d'une crise qu'il y a eu en 2010 où la Chine avait augmenté ses droits de douane sur les terres rares. Ça avait créé une panique mondiale et la Chine avait été condamnée d'ailleurs par l'OMC, par l'Organisation mondiale du commerce. Donc là, dans la crainte un petit peu de ce retour de la guerre des terres rares, les États développent ces politiques qui visent vraiment à sécuriser l'approvisionnement. Donc, c'est des politiques d'offres avec, par exemple, le premier pilier du règlement européen sur les matières premières critiques de 2024, qui est celui d'augmenter l'extraction. 10% de la consommation annuelle européenne de terres rares doit être, non pas de terres rares, uniquement de métaux critiques, pardon, c'est les matières premières critiques, doit être, donc y compris des terres rares, faite sur le sol européen. Donc déjà, il y a un encouragement à relocaliser les activités de production et donc d'extraction. Ensuite, il y a un encouragement à augmenter de 40% tout ce qui est transformation, la capacité de l'Union européenne à transformer ces matières premières critiques sur le sol européen. Et puis ensuite, il y a une dimension qui est peut-être un peu plus basée sur l'économie circulaire, justement, augmentation aussi du taux de recyclage. Donc les pays européens sont incités à recycler beaucoup plus les matières premières critiques et à diversifier leur importation, les sources d'approvisionnement, pour ne pas dépendre donc à plus de 60% d'un autre État. Mais en termes de terres rares, ces objectifs, ils sont quand même assez loin d'être atteints, en tout cas, et peut-être un peu trop idéalistes, quand on sait que, bon, ça, on le redira tout à l'heure, je spoil un petit peu, mais que 1% seulement des terres rares sont recyclées en fait, au niveau mondial, et que on dépend à 90% de la Chine. Donc c'est vrai que ce sont des objectifs qui sont absolument inatteignables. En tout cas, ce que cette politique montre, c'est que l'Union européenne se fonde principalement sur l'offre et sur cet objectif de sécurisation, ce qui amène à complètement ou un petit peu oublier cette question de la sobriété des usages, qui pourtant, en fait, est aussi développée par le droit européen et par le droit français. La notion d'économie circulaire, c'est une notion qui est largement encouragée par le droit, qui est largement développée. Mais le fait de combiner en fait ces deux objectifs, sécurité d'un côté de l'approvisionnement et économie circulaire et sobriété des usages de l'autre, en fait, on se rend compte que c'est relativement irréconciliable, dans le sens où une politique qui est vraiment axée sur l'offre, donc avec une augmentation de l'extraction, etc., aura forcément des impacts en fait des impacts négatifs sur notre capacité à, dans le même temps, répondre aux objectifs environnementaux et climatiques. Donc juste un exemple en fait qui justifie, enfin qui montre que le règlement européen il a été très critiqué. C'est le fait que ce règlement européen de 2024 sur les matières premières critiques, il demande aux États d'abord de lister toute une série de projets stratégiques. Quels sont les projets les stratégiques, c'est-à-dire les plus urgents, ceux sur lesquels il faut aller en priorité. Et donc, il y en a qui concernent les terres rares, y compris en Suède, d'ailleurs, avec le gisement de Kiruna. Et ces projets stratégiques, ils vont bénéficier d'un régime prioritaire et, par exemple, avec un raccourcissement des délais en termes de consultation du public, en termes d'obtention de différentes autorisations environnementales, etc. Et ça, en Suède, par exemple, avec le gisement de Kiruna, ça pose problème parce que l'extension de l'usine, elle va entraîner un déplacement de certaines populations, notamment la population Sami. C'est des terres qui sont utilisées notamment pour leur élevage de rennes. Enfin voilà, il y a toute une dimension aussi sur le droit des populations autochtones sur place. Et puis, toute cette question de la démocratie environnementale, en fait, les délais de consultation du public, etc., c'est des acquis qui ont été faits progressivement. Et donc, le fait d'avoir des projets qu'on dit comme ça stratégiques qui peuvent éventuellement permettre de revenir en fait sur ces acquis, ça engendre évidemment de nombreuses critiques. Alors, on ne sait pas encore exactement comment ça va être tranché, mais en tout cas, il y a des éléments qui apparaissent assez irréconciliables en droit. Et donc,
tout cela amène à la question de savoir s'il faut réfléchir à une hiérarchie des usages si on veut vraiment parvenir à cet objectif de réduction. Est-ce qu'il ne faudrait pas adapter notre utilisation des terres rares en fonction des usages que l'on souhaite? Par exemple, est-ce que dans une voiture, on a forcément besoin de diminuer à tout prix la taille et le poids des aimants permanents? Est-ce qu'on ne pourrait pas finalement accepter d'avoir des voitures un peu plus lourdes, ce qui ne porterait pas forcément atteinte à leur performance? En revanche, évidemment, pour des écouteurs portables, là, avoir des aimants sans terres rares, ça paraît un petit peu difficile. Mais voilà, ça pose toute cette question qui n'est pas vraiment abordée dans la littérature. Donc sur la partie recyclage, donc deuxième levier pour renforcer la souveraineté de la France et de l'Europe. Donc ça apparaît comme une alternative de production plus responsable. Alors pourquoi? Donc déjà, on appelle ça la mine urbaine. Finalement, c'est tous nos objets en fin de vie, nos vieux ordi, nos vieux téléphones, etc., qui sont très riches en ressources métalliques. Donc il y a du stock. On a du stock un peu partout. Les publications sur le recyclage de ces objets sont très nombreuses. C'est vraiment le corpus le plus important de tout ce qu'on a pu analyser. Et ce que la littérature montre, c'est que ça permet de réduire significativement l'impact environnemental par rapport à l'extraction primaire. Il y a des analyses de cycle de vie qui ont été réalisées et qui montrent qu'on peut diminuer l'impact carbone, par exemple, pour une tonne de néodyme, de 90% par rapport à du primaire, si on recycle. Une des raisons, c'est parce qu'on a pu gérer, par exemple, toute la séparation des 17 éléments chimiques qui est compliquée d'un minerai primaire. Si on recycle un élément permanent, c'est juste du néodyme qu'on doit séparer du fer, basiquement. Mais c'est beaucoup plus simple. Un autre avantage, c'est qu'on réduit l'impact environnemental parce qu'on a pu gérer aussi la radioactivité des minerais primaires. Donc voilà, ça c'est un autre avantage du recyclage. Alors, la littérature montre qu'il reste des défis techniques, et notamment toute la partie pré-traitement, le tri, le démantèlement. Aujourd'hui, il y a des études qui montrent que le démantèlement manuel est encore plus efficace que le démantèlement automatisé. On a beaucoup de publications qui rapportent des procédés d'extraction de plus en plus courts, ce qu'on appelle la voie aimant à aimant, c'est-à-dire qu'on va prendre des vieux aimants et on va injecter de l'hydrogène, on appelle ça la décrépitation à l'hydrogène, qui va faire exploser ou imploser l'aimant. Et à partir de cette poudre, on va pouvoir reformer l'aimant sans modifier la phase initialement présente. Donc malgré ça, du stock, un coût du recyclage environnemental qui est beaucoup plus faible et des techniques qui existent dans la littérature, on en trouve beaucoup. Malgré ça, on a seulement aujourd'hui 1% des terres rares qui sont recyclées au niveau mondial. Alors pourquoi? On a essayé de regarder un peu la littérature, plutôt en sciences sociales, qui identifie 3 freins au recyclage. Le premier, c'est la collecte et la constitution de stocks. C'est ce que je vous ai montré tout à l'heure sur les usages dispersés, les usages concentrés. Collecter des aimants dans une voiture ou une éolienne, c'est assez facile. Dans un téléphone, c'est plus compliqué. Ici, vous avez, pour comparaison, le nombre d'objets à traiter pour obtenir la même quantité d'aimants que dans une éolienne 5 MW. Vous voyez qu'il faut à peu près 2 millions de téléphones pour avoir la même quantité de néodyme qu'on trouve dans une éolienne. Ça, c'est la première grosse problématique. Et il y a aussi un frein social, parce que les gens ont tendance à garder, à stocker tout ce matériel informatique chez eux dans les tiroirs, etc. Qui garde son téléphone dans son tiroir? Le deuxième, c'est la rentabilité des opérations qui aujourd'hui est faible, qui dépend beaucoup de la demande, qui dépend beaucoup du prix de la matière vierge. Et aujourd'hui, la Chine intervient tellement sur la production de terres rares que le coût des terres rares est très faible. Aujourd'hui, le lantane Ethereum, c'est moins cher qu'une baguette de pain. C'est $1 le kilo à peu près. Ce qui paraît aberrant quand on voit la complexité de la séparation, etc. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Je crois que c'était tout. Sur les aspects économiques. Et le troisième, il est juridique, donc je vais redonner la parole à Pascal. Au niveau juridique, effectivement, il y a un véritable frein qui a été constaté, c'est qu'en fait, les terres rares n'existent pas en droit. On ne fait pas du tout la différence entre un objet qui va contenir des terres rares ou un objet qui n'en contient pas. Et donc, il n'y a aucune obligation spécifique qui en découle en termes de recyclage.
voilà, aucune législation pour l'instant n'oblige à faire mention de la présence de terres rares et à inciter à leur recyclage. Et donc, c'est vrai qu'au départ, on était un petit peu démunis dans le cadre de cette expertise parce que justement, on se disait, mais qu'a le droit à avoir là-dedans on ne parle pas des terres rares en droit, on ne sait pas trop quoi faire. Et en fait, on se replace dans un contexte plus général, celui du droit des déchets. Et on se rend compte qu'en fait, pour l'instant, il n'y a aucune traçabilité. Alors, malgré tout, c'est quelque chose qui évolue. Dans le cadre du règlement sur l'éco-conception de 2024 dont je vous ai parlé tout à l'heure, il y a par exemple un passeport numérique des produits dont la mise en œuvre, la mise en place est prévue. Alors, ce n'est pas du tout effectif pour l'instant. C'est pas encore mis en œuvre, mais voilà, la traçabilité devrait être améliorée progressivement, mais ça pose des défis très importants, notamment dans un contexte d'une chaîne de valeur qui est aussi fractionnée au niveau mondial. Et donc, ce que montre la littérature, c'est que l'action publique, via le droit, les politiques publiques, aurait pourtant un rôle déterminant à jouer dans la structuration d'un marché du recyclage des terres rares. Et donc, vous ne pouvez probablement pas lire ici, mais vous le retrouverez dans la synthèse. La synthèse et le résumé de l'expertise, ils sont disponibles en ligne sur le site du CNRS et de la mission pour l'expertise scientifique. Donc, il y a tout un petit arbre de décision qui a été réalisé. Et donc, on se rend compte que le développement du recyclage dépend en fait d'une série de facteurs vraiment très, très divers. Que ce développement appelle une compréhension fine de la vie sociale des choses, donc les stocks et flux, la durée d'hibernation dans les foyers, la durée de vie des objets, donc avec les éoliennes par exemple qui vont arriver en fin de vie à un moment donné, mais pour l'instant on n'a pas de stock d'éoliennes offshore à recycler, elles sont toutes en service, donc tout va dépendre de cette vie sociale des choses. Sur le développement donc, de dispositifs juridiques ou politiques et d'encadrement des marchés, la responsabilité élargie du producteur, etc. Et puis que ces éléments sont susceptibles de participer en fait à la sécurisation des approvisionnements. Donc c'est pas pour rien que le recyclage, la relocalisation du recyclage fait bien partie et son développement des 4 piliers du règlement européen sur les matières premières critiques. C'est vraiment un levier de sécurisation dans le sens où c'est une source d'approvisionnement. Mais il faut faire attention aussi à ne pas, à bien garder cette vision globale des choses, puisque l'objectif de réduction, par exemple, de l'utilisation des terres rares, fait que peut-être que finalement, on n'aura pas les stocks suffisants pour recycler. Donc, nos axes que sont la réduction et le recyclage peuvent potentiellement ne pas être toujours compatibles en fonction justement des stocks assez variables de terres rares. Donc, le recyclage a un grand potentiel, mais il n'est pas à même d'assurer une couverture entière des besoins en terres rares. Dans un contexte d'une demande toujours croissante, même s'il permet de répondre à certaines demandes tout en minimisant le balance problème. On n'a pas évoqué, je crois, le balance problème, qui est... Tu veux le présenter rapidement? Oui, la problématique des terres rares, c'est qu'elles coexistent toutes ensemble dans la croûte terrestre, avec des proportions relatives connues, hein. Et ce n'est pas forcément les mêmes proportions qu'on retrouve dans nos objets. Donc, par exemple, aujourd'hui, on consomme beaucoup de néodyme et peu d'europium, ce qui n'est pas forcément ce qu'on retrouve dans la croûte terrestre. Donc, il y a un décalage entre les concentrations dans la croûte terrestre de ces éléments-là et les concentrations relatives dans nos objets. Donc, il y a des terres rares qui sont surproduites et d'autres qui sont sous-produites. Et donc, ça va beaucoup influencer sur le prix, par exemple, de ces éléments. Donc, finalement, on se rend compte que réduire et recycler ne pourront pas suffire à répondre à cette demande, malgré tout, et qu'il faut penser à d'autres formes d'approvisionnement. Et ces autres formes d'approvisionnement, elles résident dans l'extraction. Donc, il y a plusieurs leviers pour essayer d'extraire autrement. Il y a le levier d'abord de la relocalisation. Est-ce qu'on peut relocaliser une partie de cette production et développer l'extraction sur notre territoire européen, français? Et ensuite, on verra comment agir sur l'extraction qui a lieu ailleurs, puisque en fait, on dépend entièrement de l'extraction qui a lieu ailleurs dans d'autres pays. On l'a dit tout à l'heure en introduction, il n'y a pas de potentiel géologique significatif en France. En Europe, il y en a, notamment avec la Suède,
et le gisement de Kiruna. Au Groenland et en Norvège, il n'y a pas de gisement précisément identifié, mais il y a un fort potentiel aussi. Mais en France, on n'a pas de potentiel significatif. En revanche, il y a des pistes qui sont explorées par la littérature, ce qu'on a appelé les sources du futur, potentiellement. Et en fait, leur exploitation, ce que montre la littérature directement, c'est que leur exploitation demeure entourée de fortes incertitudes. Donc, il y a notamment la question des ressources minérales offshore dans les fonds marins. La France possède le 2e territoire maritime au monde, avec à peu près 11 millions de kilomètres carrés de zones économiques exclusives. Et la question donc de l'exploitation des ressources minérales de ces fonds marins peut se poser. C'est peut-être là que la France aurait un potentiel. Mais la littérature est très prudente sur cette question, notamment parce qu'on n'a pas de chiffres précis. En fait, on ne sait pas, on connaît très peu les ressources des fonds marins. Donc, on a des estimations qui sont faites, qui sont très importantes. J'ai mis ici la carte qui montre les réserves, ressources et extractions dans le monde. Donc, qui montre vraiment le monopole de la Chine et voilà, notamment sur la question, on ne voit pas en haut, mais bon, c'est pas grave, de l'extraction. Et en fait, pour les fonds marins, c'est ici le rond, alors qui n'est pas un rond avec des contours nets, parce qu'en fait, il y a des chiffres qui sont donnés par la littérature, il y a des estimations, mais ce que ça montre ici, c'est que l'estimation des réserves dans les fonds marins, elles sont énormes, avec... oui, il y a les chiffres entre 450 millions et 12 millions pour les sédiments ou pour les nodules de tonnes d'éléments rares. Donc, c'est un potentiel qui est immense, mais en fait, on ne sait pas encore. Pour l'instant, il n'y a pas d'extraction minière offshore dans le monde. Et en plus, on ne sait pas si ce serait rentable. Et bien sûr, les conséquences environnementales sont dénoncées par la littérature comme étant extrêmement importantes. Donc, les scientifiques, en fait, appellent de plus en plus à un moratoire sur cette exploitation. Ce n'est pas quelque chose qui est gagné du tout au niveau international. Pour l'instant, ce moratoire, il n'est pas acté. Mais l'exploitation devrait a priori être en tout cas fortement réglementée et ça fait l'objet d'une forte actualité avec notamment une entreprise, Metals Company, qui s'est annoncée prête à aller exploiter. Et puis au niveau national, il y a des États comme la Norvège ou le Japon qui annoncent, alors la Norvège s'est rétractée finalement, mais qui ont annoncé vouloir développer cette extraction. Donc voilà, ça pose de fortes questions, mais globalement, la littérature est quand même assez mesurée là-dessus. En revanche, il y a d'autres pistes du futur qui sont peut-être un peu plus réalisables et peut-être un peu plus intéressantes pour nous. Et c'est le cas des résidus miniers et industriels. Donc, la littérature identifie 3 résidus principalement. Le premier, c'est les résidus de bauxite, que vous connaissez tous, hein, si vous êtes de la région. On en trouve à Vitrolles, à côté du Gros Cube. Je ne sais pas si vous avez vu ce dépôt-là. On en trouve à Gardanne, on en trouve à Marseille. Donc, c'est des résidus de l'extraction de l'alumine. Pour 1 tonne d'alumine produite, il y a 1 à 2 tonnes de ces résidus qui sont générés, dont on ne sait pas quoi faire aujourd'hui, et qui contiennent des fortes teneurs en terres rares. De l'ordre de, ça peut monter jusqu'à 0,2%. Pareil, de grosses incertitudes sur les volumes, l'hétérogénéité de ces résidus. Le deuxième, c'est les cendres de charbon, hein, issues des centrales thermiques. Donc en France, elles sont de moins en moins présentes parce qu'on les valorise dans d'autres applications, en sous-couche routière par exemple. Mais il y a d'autres pays européens qui ont des stocks très importants de cendres de charbon et dans lesquels on retrouve des terres rares. Et enfin, le phosphogypse, qui est le résidu d'extraction des phosphates qui sont utilisés pour produire de l'acide phosphorique ou des engrais phosphatés. C'est les 3 résidus principaux qui sont identifiés comme avec un potentiel important. Un des avantages, c'est que c'est des résidus qui ont déjà été broyés, finement broyés, et donc ça permet d'éviter toute cette étape de broyage qui est très énergivore dans l'industrie extractive. Juste en termes d'ordre de grandeur de chiffres, hein, si on prend l'année 2020, en 2020, on produisait 240 000 tonnes de terres rares à partir de minerais primaires. La même année, dans les résidus de bauxite, on a généré 150 000 tonnes enfin, dans les résidus de bauxite générés la même année, on a l'équivalent de 150 000 tonnes de terres rares.
Et pour les centres de charbon générés en 2020, on a l'équivalent de 320 000 tonnes de terres rares. Donc vous voyez qu'il y a un potentiel qui pourrait répondre partiellement à la demande. La question, c'est de savoir dans quelles conditions, et en particulier si on prend le cas des boues rouges à Marseille, je ne suis pas sûr que la population locale soit très heureuse si on commence à remuer toutes ces résidus de bauxite. On se pose la question de quelles conditions finalement on pourrait relancer une activité extractive sur le sol français. Et c'est la question qu'ont abordé les collègues en sciences sociales. Alors effectivement, quel est lieu sur notre territoire avec par exemple l'exploitation des ressources secondaires, des résidus, les déchets miniers par exemple, ou pour les ressources primaires, donc vraiment extraites, se pose la question des conditions de l'extraction, donc en France ou ailleurs, puisque en France, on a bien sûr une responsabilité, et en Europe, sur la manière dont vont être extraites les ressources par ailleurs. Donc le droit a développé ce qu'on appelle le devoir de vigilance. Il y a une loi de 2017 en France qui a été donc adoptée pour renforcer la responsabilité des entreprises tout au long de la chaîne de valeur. Donc, c'est-à-dire que la société mère va être responsable au niveau donc environnemental et social pour tout ce qui se passe en théorie tout au long de la chaîne de valeur, de l'extraction, ensuite à la production et l'utilisation des biens. Au niveau européen, c'est également consacré, mais de manière un peu plus récemment, il y a eu un détricotage un petit peu du devoir de vigilance. Donc c'est surtout au niveau français, la loi française a vraiment inspiré de nombreux États, donc elle est assez solide. Et puis, donc voilà, cette question-là, elle est intéressante, mais c'est vrai que c'est quelque chose d'assez émergent et donc, bien sûr, qui n'est pas encore uniforme et réparti, enfin, utilisé et effectif, bien sûr, au niveau ni européen ni international, mais en tout cas, c'est une piste pour essayer de renforcer les principes environnementaux et sociaux au moment de l'extraction et assurer ce qu'on appelle la justice sociale et environnementale. Donc en fait, ce qu'on s'est rendu compte, c'est que la littérature aborde énormément la question de la démocratie et finalement de ce qu'on appelle l'acceptabilité sociale. Donc en fait, ce qui est dénoncé, c'est que les projets miniers, les projets d'extraction en général, sont construits en excluant les populations locales. Et ça crée en fait de forts problèmes. On l'a vu avec la mine d'or, par exemple, en Guyane, de fortes problématiques en termes d'adhésion sociale des populations. Et donc, la littérature, en fait, invite à construire les projets de manière beaucoup plus démocratique. Et au lieu de parler d'acceptabilité sociale, parce qu'il y a encore cette idée un peu descendante, il faut faire accepter les projets, en fait, ce serait une politique de transition partagée qui devrait être mise en place, c'est-à-dire faire participer les populations et, à la décision directement et en se posant les questions de savoir pourquoi extraire. Qu'est-ce qu'on veut extraire, pour quels usages et est-ce qu'on est d'accord avec cette extraction. Donc c'est vraiment finalement une question très démocratique et de questions d'association des populations, de développement de politiques de transition. Si on a tellement besoin de ces éléments à extraire pour notre quotidien, pour la transition énergétique, etc., eh bien, cela doit donner lieu à un débat. Et à l'heure actuelle, dans le monde, cette extraction, elle est faite de manière extrêmement descendante, sans consultation réelle en fait des populations, sans prise en compte réellement de leur opinion, sans information suffisante, etc. Donc c'est un des points qui est analysé par la littérature en sciences sociales. En conclusion, on fait passer 3 messages principaux à l'issue de cette revue de la littérature effectuée par nos experts sur toute une série d'articles. Donc le premier message, c'est celui selon lequel la réduction du recours aux éléments de terre rares par la technologie et par la sobriété d'usage représente une opportunité. C'est ce qu'on avait vu avec notre premier axe réduction. Le deuxième message important qui est sous-analysé, sous-traité par la littérature, c'est que la France dispose de ressources secondaires potentiellement importantes. Alors la mine urbaine, elle fait l'objet de nombreuses publications, mais les déchets miniers, c'est une piste qui pourrait être plus développée dans la littérature. Et enfin, et c'est ce qu'on vient de voir à l'instant, quand bien même un recours à l'extraction demeurerait nécessaire,
la littérature invite à prendre en compte de manière plus poussée les enjeux sous-jacents. Que faut-il extraire? Pour quels usages? Au bénéfice de qui? Et à quel coût social et environnemental? Donc, merci beaucoup et n'hésitez pas si vous avez des questions, on est ravis de pouvoir répondre.